Bonjour. Pour ce dernier cours du semestre, je vous propose de, de nous intéresser à l'analyse de Fourier. Et donc, en fait, ce cours va être véritablement une petite introduction au sujet. Alors, on va quand même présenter l'essentiel sur ce sujet. Et puis, l'idée, c'est surtout que vous pouvez avoir la possibilité d'aller un peu plus loin. Par exemple, le semestre prochain, si vous prenez l'UV-MT12. Voilà. Alors, on ne présente plus Joseph Fourier. Joseph Fourier, on lui doit essentiellement des travaux, par exemple, sur l'équation de la chaleur, surtout sur le phénomène, sur la modélisation mathématique de la propagation de la chaleur. Donc, la loi la plus connue de Fourier, c'est la loi qui dit que le flux de chaleur est inversement proportionnel au gradient de la température. Alors, de cela, on peut en tirer une équation qui s'appelle l'équation de la chaleur, qui permet d'étudier comment, à partir d'une température initiale, par exemple, et puis en fonction des différentes conditions au voisinage du domaine dans lequel on résout cette équation, comment évolue la température. Alors, dans son ouvrage de 1822, Théorie analytique de la chaleur, Fourier, entre autres, s'intéresse à la résolution exacte de son équation de la chaleur dans des géométries un peu caractéristiques. Alors, par exemple, un cylindre, une sphère, une barre, et puis en particulier, surtout ici, dans un anneau. Alors, l'intérêt ici, c'est que la vérification expérimentale de la validité de son équation, elle a été faite avec une expérience, alors celle qu'on qualifie typiquement historiquement de fameuse expérience de Fourier. Alors cette expérience, elle a consisté à faire la chose suivante. Donc Fourier a fait fabriquer un anneau en métal, qui est ici. Alors cet anneau a la particularité qui conduisait assez bien la chaleur, et puis il y avait différents endroits. Alors ce sont ce qui est représenté par les petits spots noirs que l'on voit ici et par exemple ici. Des petites logettes dans cet anneau donc, qui était installé à l'horizontale, remplies de mercure et dans lesquelles on pouvait tremper des thermomètres. Voilà, donc pour suivre l'évolution de la température de cet anneau. Alors cet anneau initialement, il était chauffé à blanc à l'aide d'une flamme assez étroite qui était placée sous une section de cet anneau. Donc là l'idée c'est que cet anneau, en fait, on peut repérer la position dessus à l'aide d'un angle, θ. Donc l'idée ici, c'est qu'on venait chauffer l'anneau juste sous la section située à θ égale à 0. Voilà. Donc l'idée, c'était que cette opération était faite de manière assez brève, d'accord, pour qu'il puisse y avoir, on va dire, une différence très importante de température entre l'endroit où on l'a chauffé et puis l'endroit où il n'était pas chauffé. Donc l'idée ensuite, c'était de placer cet anneau dans le sable, qui est un très bon isolant, et puis ensuite, tout simplement, de regarder régulièrement, à intervalles réguliers, quelle était l'évolution de la température, donc mesurée ici pour certaines valeurs de θ, correspondant aux différentes logettes remplies de mercure dans lesquelles on trempait le thermomètre. Voilà. Donc l'idée pour trouver un modèle mathématique simple ici, donc c'était déjà de supposer que par rapport au rayon, eh bien, la section de cet anneau était suffisamment petite. Alors tout simplement, pour considérer que la température, ici qu'on va noter U de θ et de T, était uniquement dépendante de θ, d'accord, et puis du temps. D'accord. Donc on se retrouve avec un problème finalement où l'inconnu c'est une fonction de deux variables, donc qui sont l'angle et puis le temps. Alors en appliquant le bilan énergétique obtenu à partir finalement de la loi de Fourier et puis de choses élémentaires finalement de thermodynamique, eh bien, on obtient un bilan énergétique qui donne typiquement ce qu'on appelle ici l'équation de la chaleur. Donc c'est une équation en dérivée partielle. Alors, les constantes qui apparaissent dans cette équation, donc C, c'est la capacité calorifique, ρ, c'est la masse volumique de notre anneau.
Lambda, c'est la conductivité thermique, donc celle qui apparaît dans la loi de Fourier. Donc grand R, c'est tout simplement le rayon de notre anneau. Voilà. Et donc l'équation de la chaleur, elle nous dit, voilà, donc C fois ρ fois la dérivée partielle de U par rapport au temps, moins lambda sur R2, dérivée seconde de U par rapport à θ, est égale à 0. Donc là, bien évidemment, vu on se place sur un anneau, de fait, la fonction est périodique de période de pi par rapport à la variable θ. D'accord ? Donc l'équation, ici, on va la poser uniquement donc, sur la période principale. Et donc, vu qu'a priori, on va avoir ensuite comme hypothèse, vous allez voir que la distribution de température est toujours symétrique par rapport à θ égale 0. Donc en fait, pour cela, on suppose que le chauffage initial est lui aussi symétrique. Donc on va se placer symétriquement par rapport à l'origine. Donc l'intervalle pour la variable finalement d'espace ici qui est θ, ça va être l'intervalle moins pi, pi. Alors, donc la symétrie, elle impose évidemment que la fonction u est paire par rapport à la variable θ, d'accord ? Et si on note, alors f de θ, la température à t égale 0, on va pouvoir ajouter à l'équation que l'on a écrite précédemment, donc finalement, ce qu'on appelle tout simplement la condition initiale, et puis les conditions au bord, c'est-à-dire en moins pi et en pi, ou en 0 et pi, ce qui revient à peu près au même ici, puisque la solution est symétrique par rapport à θ. Donc on va pouvoir écrire ces conditions limites. Donc si on regarde les deux premières, donc qui sont dérivées partielles de u par rapport à θ et en 0, donc pour θ égale à 0, et dérivée partielle de u par rapport à θ en pi, donc pour tout t. Donc ces deux conditions, en fait, ces deux dérivées sont égales à 0. Alors ça résulte d'une part du fait que la fonction est symétrique et donc est paire par rapport à la variable θ. Et donc nécessairement, si on suppose, donc là c'est quelque chose qui est forcément un peu implicite puisqu'on a déjà parlé de la dérivée seconde de u par rapport à θ. Donc la fonction est forcément déjà deux fois dérivable. Donc vous êtes bien d'accord qu'une fonction paire qui est dérivable, nécessairement sa dérivée en 0, d'accord, eh bien, est forcément nulle. Donc on a d'une part du sur dθ pour θ égale à 0 qui vaut 0. Et puis la dérivée partielle de u par rapport à θ en pi, là, celle-là, on peut montrer assez facilement qu'elle résulte de la propriété de périodicité. Donc, ici, donc, on a deux conditions finalement aux limites de notre domaine, donc, puisqu'elles concernent finalement les valeurs de θ en 0 et en pi. Et donc notre condition initiale, donc cette fois c'est u de θ pour t égale à 0. Donc cette condition initiale, on va supposer que c'est une fonction f, qui bien évidemment, elle aussi, va être paire, d'accord ? Sinon la solution ne serait pas paire par rapport à la variable θ. Voilà. Donc on a simplifié aussi un petit peu les notations, c'est-à-dire qu'on a divisé partout dans l'équation par C et ρ, d'accord, de manière à faire apparaître ici ce qu'on appelle le coefficient de diffusivité, d'accord, qui contient un petit peu toutes nos informations ici. Donc il est clair que plus le coefficient de diffusivité va être grand, plus a priori notre température va évoluer rapidement. Voilà. Alors, pour chercher à résoudre cette équation, bon là a priori on ne connaît pas f, donc on va tout d'abord s'intéresser à résoudre cette équation en considérant uniquement les trois premières qui sont ici, c'est-à-dire 1, 2 et 3, c'est-à-dire en ne considérant pas la condition initiale, dont on va s'occuper plus tard. Alors, l'idée de Fourier, ça a été, dans un premier temps, c'est de chercher donc u à variables séparées, c'est-à-dire sous la forme du produit d'une fonction uniquement de l'angle, θ, d'accord, donc j'ai θ, multiplié par une fonction uniquement du temps h de t. Voilà. Donc lorsqu'on injecte une telle fonction
u de θ et de t dans notre équation, bah, finalement les dérivées partielles sont faciles à faire apparaître, d'accord, puisque les variables sont vraiment bien séparées. Alors, quand on considère en fait nos conditions limites, alors je vous rappelle qui étaient dérivée partielle de u par rapport à θ en 0 et en pi qui valait 0. Lorsqu'on calcule la dérivée partielle de u de θ et de t par rapport à θ, vous êtes bien d'accord que ça fait apparaître g' de θ. Ok. Et donc lorsqu'on regarde cela, lorsqu'on annule ces quantités, d'accord, bah, ça nous donne naturellement g' de 0 égale g' de pi égale à 0. Voilà, donc là ce sont nos deux conditions déjà, on va dire, au bord pour la fonction g. Et donc ensuite, lorsqu'on injecte donc g de θ, h de t dans notre équation, ok, alors lorsqu'on dérive par exemple u de θ et de t par rapport à t, ça nous fait g de θ fois dérivée partielle de h par rapport à t, alors qu'on écrit naturellement ici h' de t, d'accord, parce que finalement ce n'est plus une dérivée partielle, ok. D'autre part, lorsqu'on dérive deux fois u par rapport à θ, d'accord, ben ici on voit bien que ça fait apparaître g seconde de θ multiplié par h de t. Voilà. Donc, lorsqu'on considère donc, que ceci doit être égal à 0, ben, c'est assez facile en faisant passer une partie en faisant passer par exemple ce paquet-là à droite du signe égal. Ok. Et puis en divisant tout d'une part par h de t, puis ensuite en divisant par g de θ, on obtient finalement l'égalité suivante. Alors, elle est particulièrement intéressante, pourquoi? Alors pour ça, il ne faut pas négliger les quantificateurs qui sont là, qui sont super importants. Pourquoi? Parce que pour que deux fonctions qui ont des variables différentes soient égales pour toute valeur finalement indépendamment des deux variables, ben, la seule possibilité c'est que les deux fonctions, donc là ici je parle d'une part de g seconde de θ sur g de θ, et la deuxième donc à une constante multiplicative près qui est 1 sur d, h' de t sur je vais y arriver à faire cette petite flèche, h' de t sur h de t, donc ces deux fonctions sont nécessairement égales à une constante, d'accord? Donc ces deux paquets sont des constantes. Alors l'idée c'est que finalement par contre la constante c'est la même pour les deux paquets. Donc cette constante on va l'appeler petit a, et on va s'y prendre en deux fois pour résoudre notre équation. Donc on va d'abord regarder cette première équation, d'accord, g seconde de θ sur g de θ égale petit a, ok, donc on discutera en fonction du signe de petit a, et d'autre part, hein, donc la deuxième équation, petit a égale 1 sur d h' sur h, donc ce ne sera pas très compliqué. Alors, commençons par celle-là justement, donc h' sur h égale constante, bon bah ça c'est une équation différentielle à coefficient constant d'ordre 1, homogène, c'est super simple. Donc ça donne h de t égale constante fois exponentielle a fois d fois t. Donc déjà nécessairement, ça n'est possible, enfin la solution n'est physique que pour a négatif ou nul. Pourquoi? Parce que si a était positif, h de t aurait pour limite plus l'infini, quand t tend vers plus l'infini, donc ça c'est pas physique du tout. Donc a est possiblement nul ou négatif strictement. Donc regardons d'abord ce qu'il se passe quand a est égal à 0. Donc là on va regarder tout simplement nos deux équations. Ok. Alors la première en θ, donc g seconde de θ est égal à a fois g de θ, donc ça veut dire g seconde de θ ici est égal à 0, puisque a vaut 0. Donc g de θ, c'est nécessairement un polynôme de degré inférieur ou égal à 1, et puisque c'est forcément une fonction paire, eh bien c'est un polynôme de degré 0, ok, donc c'est une constante. Donc ça veut dire qu'ici g de θ, c'est une constante. Alors, si on regarde l'autre équation par rapport à la variable t,
Donc ça nous donne h' de t est égal à a est égal à 0, et donc h aussi est une constante. Donc la solution à variables séparées qu'on obtient ici pour a égale à 0, c'est le produit de deux constantes, donc c'est une seule constante qu'on va appeler ici alpha, d'accord? Voilà. Donc première solution triviale, qu'on aurait pu trouver aussi assez facilement par ailleurs a priori, mais donc là c'est bien parce qu'on travaille un peu rigoureusement. Alors, ensuite, un peu plus de travail quand a est strictement négatif. Donc a est strictement négatif, donc on va le poser petit a sous la forme a est égal à moins oméga 2, d'accord? Donc quelque chose de strictement négatif, ok? Et donc avec oméga qui est strictement positif, d'accord? Pour fixer un peu les choses. Donc l'équation que l'on obtient, donc g seconde sur g est égal à oméga 2, à moins oméga 2, donc ce qui fait g seconde plus oméga 2g égale à 0. Donc ça, c'est une équation différentielle de l'ordre 2 à coefficient constant. La solution générale est facile à trouver, d'accord? C'est une combinaison linéaire de cosinus oméga θ et de sinus oméga θ. Alors, il n'y a pas de terme en sinus. Pourquoi? Parce que la fonction g est paire, d'accord? Donc, on a uniquement g de θ est égal à alpha cosinus oméga fois θ. Alors, pour trouver les valeurs possibles de oméga, parce que là, on est un petit peu dans le flou, donc ça correspond à trouver finalement la valeur de notre constante, il faut qu'on vérifie la condition au bord. Alors, g' de 0 égale à 0, ça ne nous renseigne pas beaucoup, parce que c'est quelque chose qui est toujours le cas pour un cosinus. Donc celle qui sert vraiment ici, c'est plutôt g' de pi est égal à 0. D'accord? Alors, quand on calcule la dérivée de g par rapport à θ, et qu'on l'évalue en pi, et qu'on dit qu'elle vaut 0, donc ça nous donne l'équation suivante, d'accord? Donc ça nous dit que sinus oméga fois pi égale à 0. Donc ça, c'est possible uniquement si oméga est entier, d'accord? Alors, donc oméga, c'est un entier. Alors, ici, on va prendre un entier, cet entier est forcément positif. Positif pourquoi? Parce que ça nous donne finalement comme candidat solution g de θ est égal à alpha fois cosinus de n fois θ. Donc là, vous voyez bien qu'il n'y a pas de différence. Si on prenait un n qui était négatif, vu que là c'est un cosinus, que la fonction est paire, donc ça serait exactement la même chose. Donc c'est tout à fait naturel de restreindre ça à un n qui est entier. Et finalement, en se donnant le droit de prendre n un entier éventuellement nul, eh bien, on retrouve finalement notre constante, puisque cosinus 0, ça vaut 1. Voilà. Donc, la forme générale, finalement, de notre solution en variable séparée, donc là, il faut recoller les deux morceaux. Donc, on est d'accord que oméga est égal à n, donc ça veut dire que a est égal à moins n au carré. Donc, si on regarde notre solution en temps, h de t, donc ça va être sous la forme constante fois exponentielle, moins d fois n au carré fois t. Okay, donc on a tout simplement ici remplacé petit a par moins n au carré. Et donc lorsqu'on vient multiplier ça par notre cosinus n fois θ, donc cela nous donne une solution à variable séparée, ici, qui est finalement un élément d'une famille indexée, on va dire par rapport à n, donc une famille de solutions. Donc ils vont être sous la forme une constante alpha n, arbitraire, fois cosinus n θ, fois exponentielle moins d, fois n au carré, fois t. Voilà. Alors, ça nous donne finalement donc une solution possible, alors de 1, 2, 3. Donc 1, 2, 3, finalement, ce sont toutes nos équations, donc celle qui est dans le domaine plus les conditions limites, donc aux bornes du domaine en θ. Et donc on n'a pas pris en compte la condition initiale, donc pour t égale à 0. Donc l'idée de Fourier, c'est pour que trouver une solution qui vérifie en plus la condition initiale, la première chose déjà, ça a été de considérer, de chercher une solution sous la forme d'une série. Alors là, ici, il faut bien imaginer que la somme, elle n'est pas très bien définie, mais elle peut éventuellement être faite, on va dire,
pour n allant de 0 jusqu'à l'infini, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas bien défini. En fait, il faudrait qu'il y ait une certaine notion de convergence. Donc ça, on va en parler après. Donc ici, on va dire qu'on raisonne juste formellement. On ne se soucie pas de cette notion de convergence. On peut tout à fait imaginer même que c'est une somme qui est finie. Donc l'idée, c'est qu'on va venir chercher une solution, U de θ et de t, comme une combinaison linéaire de nos solutions élémentaires à variables séparées. D'accord? Et ensuite, on va essayer de voir si il est possible, éventuellement, de choisir les coefficients alpha n de manière à ce que U de θ et de t finalement vérifie notre équation. Alors on va voir que puisque notre équation finalement est vérifiée pour tout t, sauf t égale à 0, c'est en t égale 0 que se pose le problème, d'accord? Donc, alors pourquoi U de θ et de t déjà vérifie notre équation pour tout t strictement positif? Donc là, c'est uniquement par linéarité. L'idée, c'est que puisque toute solution élémentaire vérifie notre équation, et que notre équation, finalement, elle est homogène, d'accord, elle fait intervenir des opérateurs de dérivation qui sont linéaires, et bien par linéarité, cette solution, telle qu'on la propose sous forme de série, eh bien, elle est forcément solution de notre équation de la chaleur sans la condition initiale. Et donc, pour t égale à 0, on va regarder donc l'équation que cela donne. Ça donne donc une équation qui met en relation U de θ à t égale à 0, et puis cette somme ici, somme potentiellement infinie ici, donc somme pour n positif de alpha n cosine θ. Et donc ça doit être égal à f de θ, tout simplement parce que U de θ 0, c'est f de θ, c'est la condition initiale. Donc ça, c'est une équation d'une certaine manière fonctionnelle, d'accord, qui nous donne une égalité entre deux fonctions. Et nos inconnus, que sont nos inconnus? Eh bien, ce sont les coefficients alpha n. Et donc, a priori, il y en a une infinité. Donc, ce n'est pas forcément un problème qui est trivial. Et le problème que j'ai déjà évoqué juste avant, c'est bien évidemment la convergence de cette série. D'accord? Si on limite la somme ici à grand N, c'est quelque chose qui a nécessairement un sens, hein, ça va être une fonction. La question c'est, est-ce que ça a un sens de dire ici que f de θ est égal à cette série? Donc ces subtilités, donc ces notions de convergence, c'est tout un pan finalement de l'analyse, et même pas forcément de l'analyse de Fourier, mais c'est tout un pan des mathématiques finalement qui a été déclenché à partir de cette question finalement, c'est-à-dire est-ce qu'on peut avoir une fonction, quel sens ça a de dire qu'une fonction est égale à la limite finalement d'une suite de fonctions? Alors, avant de s'intéresser à cette subtilité de convergence, on va raisonner formellement, c'est-à-dire que on va partir de l'égalité qui est là, et puis on va se donner le droit de faire des intégrales, ce genre de choses, d'intervertir le signe somme avec le signe intégral sans trop se soucier des détails. Alors, donc on va supposer que cette série converge et qu'on peut effectivement intégrer cette fonction. Tout ça, c'est vraiment hypothétique. Bon, on suppose qu'on peut le faire. Donc pour calculer alpha 0, on voit que finalement c'est assez simple. Pourquoi? Donc si on intègre en fait l'équation qui est au-dessus, donc on intègre de part et d'autre, c'est-à-dire ici intégrale de f de θ par rapport à θ et intégrale de notre somme, c'est-à-dire on va faire rentrer le signe somme à l'intérieur de la somme, et on voit qu'on va faire apparaître intégrale entre 0 et pi de cosinus nθ. Alors ça, pour n strictement positif, c'est trivialement 0. D'accord? C'est facile à montrer. Et il n'y a que pour n égale à 0 que finalement on se retrouve à intégrer une constante, que ça nous donne pi. Donc à partir de ce raisonnement assez simple, on peut obtenir déjà assez facilement alpha 0. D'accord? Voilà, donc 1 sur pi, intégrale de 0 à pi de f de θ dθ. Alors finalement, ça c'est ce qu'on appelle ni plus ni moins que la moyenne de la fonction f sur l'intervalle 0pi.
Alors pour nous, ça a vraiment un sens de température moyenne ici, puisque c'est la température moyenne, on va dire au moins initiale. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que cette température moyenne, même pour t strictement positif, elle est conservée et elle vaut toujours cette valeur alpha 0. Alors pour ça, qu'est-ce qu'il suffit de faire ici? Ben, on intègre U de θ et de t, d'une part, et on divise par pi pour obtenir donc la valeur moyenne. Donc, lorsque l'on intègre donc la série, donc correspondant à U de θ et de t, on divise par pi. Donc on voit en faisant rentrer là, le sin somme à l'intérieur de chaque terme élémentaire de la série, on voit bien qu'on intègre cosinus nθ, et donc on sait que cette intégrale, elle vaut 0 dès que n est strictement positif. Donc ça veut dire que dans la série qui est à droite ici, nous n'avons que le terme pour n égale à 0. Donc ça nous fait 1 sur pi intégrale de 0 à pi, de 1 multiplié par alpha 0, donc ça fait alpha 0. Donc la température moyenne ne dépend pas de t. Ok, donc ça c'était juste une remarque. Alors, donc, maintenant, si on veut calculer les coefficients pour k strictement positif, d'accord? Donc alpha k pour k strictement positif. Donc on va multiplier donc l'égalité qui est au-dessus là. Donc f de θ égale somme pour n positif de alpha n cosine θ. On la multiplie par cosinus k fois θ, d'accord? Et on intègre de part et d'autre par entre 0 et pi. Donc ça nous donne intégrale de 0 à pi de f de θ cosinus k θ dθ. Donc là, pareil, on fait rentrer dans la série à droite, on fait rentrer le sin somme à l'intérieur de la série. Donc ce qui nous fait somme des alpha n intégrale de 0 à pi de cos n θ cos k fois θ. Donc l'intégrale qui est là, on peut montrer assez facilement que dès l'instant où n est différent de k, eh bien cette intégrale est nulle. Donc c'est un résultat un peu élémentaire de trigo. Donc je vous laisse le démontrer éventuellement pour vous en persuader. D'accord? Et pour n est égal à k, par contre, eh bien, finalement, ça nous donne quelque chose de différent de 0. Donc ça veut dire que dans la partie droite, ici, où on a la somme, eh bien, c'est nul sauf si n est égal à k. D'accord? Et donc quand n est égal à k, ça va nous donner cosinus intégrale des 0 à pi de cos carré k fois θ dθ. D'accord? Donc, cette valeur intégrale de 0 à pi cosinus carré intégrale de 0 à pi cos carré k θ dθ, ces choses-là, on peut montrer, c'est pareil, c'est de la trigo élémentaire. On peut montrer que ça vaut pi sur 2. Et donc finalement, on fait passer le pi sur 2 de l'autre côté. Et donc ça nous donne cette formule pour les coefficients alpha k. D'accord? Alors tout ça, bien évidemment, ça suppose, puisqu'on écrit des intégrales, déjà que la fonction f soit intégrable. Bon, et puis des tas d'autres subtilités, finalement, vous voyez, dont on n'a pas parlé. Je répète, dès l'instant où on calcule l'intégrale d'une série et qu'on fait rentrer le sin somme à l'intérieur de la série, c'est sujet vraiment à caution. On va en dire quelques mots, tout à l'heure, justement, quand on parlera un peu plus rigoureusement de cette notion de convergence de suite de fonctions. Pour illustrer de manière expérimentale cette convergence, on va prendre un exemple, qui est l'exemple suivant. Alors cette fonction, vous verrez dans Scilab à quoi ressemble son graphe, hein, ça ressemble à un triangle, quoi, un chapeau, ok, symétrique, centré autour de 0. Donc f de θ égale 1 moins θ sur lambda dans l'intervalle moins lambda, lambda, et puis 0 sinon. Alors pour calculer les coefficients, c'est pas très difficile. Je vous laisse refaire les calculs si vous voulez. Et donc la question qu'on se pose pour l'instant uniquement, c'est la convergence de la série que l'on obtient. Donc on va
regarder ça pour l'instant uniquement de manière expérimentale dans Scilab. Alors, allons-y. Donc là, vous retrouvez le graphe de f de θ, d'accord? Donc ça donne effectivement ce graphe en chapeau. Et ce qu'on a tracé en bleu pour l'instant, c'est uniquement le premier terme de la série, d'accord? Donc pour n égale à 0. Alors n ici, grand N, ça va être la borne supérieure de notre somme dans la définition de cette série. Donc si on s'arrête à n égale à 0, on a uniquement alpha 0. Donc là, ce que vous voyez en bleu, c'est à la fois la moyenne de f et puis le premier terme de la série. Et donc on va augmenter progressivement la borne supérieure de cette somme. Et ce que l'on voit, eh bien, c'est que la série Sn a l'air manifestement de converger vers f. Alors, ce qu'on peut dire a priori là, c'est que pour tout x, enfin pardon θ, Sn de θ semblerait-il tend vers f de θ. Voilà. Alors là pour n, je vais pousser n jusqu'à 200. Donc on n'est pas capable de discerner les choses, c'est inférieur à l'échelle du pixel. Si on veut y voir de plus près, on voit bien que, voilà, bien évidemment, on n'a pas encore convergé si on regarde de plus près, mais on a vu que ça avait l'air de converger assez rapidement. Voilà, donc réponse expérimentale à la convergence, en tout cas pour cette fonction-là. Eh bien, il semblerait que ça converge au sens où on l'a dit, c'est-à-dire quel que soit θ, eh bien, Sn de θ tend vers f de θ quand grand N tend vers plus l'infini. Alors, maintenant, ça veut dire que ça a un sens, ce qu'a proposé Fourier, pour ensuite essayer d'en déduire des choses un petit peu sur la convergence, sur l'évolution de la solution de son équation de la chaleur. Donc, cette analyse de Fourier, que l'on vient de reproduire ici, elle lui permet d'expliquer un phénomène qu'il observe dans son expérience. Donc en mesurant la température en fonction du temps en différents points de l'anneau, donc on a vu à l'intérieur de ces petites logettes remplies de mercure, son état ne tarde pas à se confondre avec celui pour lequel les écarts de température des différents points par rapport à la moyenne sont proportionnels au cosinus de l'angle qui mesure la distance à l'origine, donc θ égale à 0, la disposition initiale n'apportant aucun changement à ces résultats. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Alors pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'on retrouve effectivement assez facilement à partir de notre expression formelle de notre série. Pourquoi? Parce que si on néglige tous les termes à partir du deuxième dans notre série, et bien finalement U de θ et de t dans ce cas-là, c'est à peu près égal à alpha 0, donc la température moyenne, plus le premier terme ensuite de la série, c'est-à-dire alpha 1 cosinus θ fois exponentielle moins d fois t. Donc là, ici, on a un n au carré pour n égale à 1, donc c'est pour ça qu'il n'apparaît pas. Donc on a bien effectivement u de θ et de t moins alpha 0, donc c'est ce que Fourier appelle l'écart de température par rapport à la moyenne. C'est effectivement proportionnel, et ceci, quel que soit t, à cosinus θ. D'accord? Donc, bien évidemment, nous ici, vu que l'on a calculé, par exemple, c'est l'exemple de notre fonction chapeau, là, les différents coefficients, on peut simuler cette fois vraiment la solution, eh bien, pas nécessairement pour des valeurs de t qui sont grandes, on peut le faire à partir pour un t arbitrairement petit. Donc pour ça, on va retourner dans Scilab. D'accord? Donc là, on s'était arrêté à n égale 200. Et bien donc, on va regarder à quoi ressemble la solution. Voilà. Donc on voit effectivement, voilà, que là, par exemple maintenant, à vue de nez,
ben, la courbe en bleu qu'on obtient à une constante additive près, c'est quelque chose qui est à peu près égal à cosinus θ. Voilà. Donc si on attend même plus longtemps, ben, le terme en cosinus θ va venir complètement mourir. Bon, là, je pense qu'on va s'arrêter à 40 secondes. C'est pratiquement plat. Alors, je peux peut-être refaire hop, un petit coup. Voilà. Donc, ce qui est particulièrement intéressant, donc ça, pour ça, il faudrait le simuler pour des différentes fonctions f, donc notre profil initial de température. Ben, on verra que le résultat asymptotique, là, qu'on constate là, c'est-à-dire très rapidement, à une constante additive près, la température, finalement, c'est un cosinus qui s'écrase. Voilà. Alors, eh bien, donc ça, finalement, c'est une bonne entrée en matière. Et on pourrait regarder maintenant pour une autre condition initiale. Alors, on ne va pas faire de simulation d'équation de la chaleur avec cette condition initiale-là. Je vous laisserai on le fera en TD, d'accord? Mais l'idée, c'est de regarder un petit peu comment évoluent nos coefficients. Alors, je vais peut-être revenir un petit peu en arrière. Et ce que vous pouvez constater ici dans la vitesse avec laquelle nos coefficients finalement tendent vers 0, là les coefficients tendent vers 0 comme 1 sur n au carré. Alors, ceci, ça paraissait un petit peu déjà évident pour que notre série converge. Si je reviens encore un petit peu plus en arrière, donc ici par exemple, si on regarde cette série pour θ égale à 0, d'accord? Eh bien, f de 0, qu'est-ce que c'est? C'est somme pour n positif des alpha n. Donc vous savez bien, aussi bien que moi, que pour qu'une série comme ceci converge, il faut que le terme général alpha n tende vers 0 suffisamment rapidement. D'accord? Donc on voit par exemple ici que si vous prenez alpha n est égal à 1 sur n, et bien par exemple, ça c'est quelque chose qui va diverger. Donc il est clair que les alpha n, forcément, déjà doivent tendre vers 0, d'accord? Pour que notre série ait une limite qui soit effectivement bien définie. Alors, ensuite, suivant la vitesse à laquelle ça tend vers 0, il va se passer des phénomènes différents. Donc si je reviens ici, par exemple, pour notre triangle, je ne sais pas si vous avez vu, on a vu que la convergence finalement était assez rapide. Enfin, vous allez trouver qu'elle est assez rapide par rapport à ce qu'on va voir maintenant. Et donc ça, c'est lié tout simplement à la vitesse de décroissance vers 0 du coefficient alpha n. Et c'est quelque chose, enfin, qui peut être démontré, c'est quelque chose qui est lié à la régularité de la fonction, finalement, qu'on cherche à exprimer comme une série de Fourier. Donc là, notre triangle, c'était une fonction qui était déjà au moins continue. Alors pas continuellement dérivable, mais continue. Donc si je m'intéresse maintenant à la fonction suivante, qui est une fonction qui n'est pas continue, d'accord? Donc elle vaut 1 dans l'intervalle moins lambda, lambda et 0 ailleurs, d'accord? Donc en moins lambda et en lambda, donc on a une discontinuité, ce qu'on appelle une discontinuité de première espèce, c'est-à-dire que la fonction admet néanmoins une limite à droite et une limite à gauche, qui ne sont pas égales. Donc lorsqu'on calcule les coefficients, donc celui qui nous intéresse en particulier, c'est alpha n pour n strictement positif. Ce que vous constatez, c'est que eh bien, là au dénominateur, on a un n, alors que tout à l'heure, on avait un n au carré. Donc ça veut dire que les coefficients alpha n ici tendent vers 0 beaucoup moins rapidement que le coefficient de notre fonction en forme de chapeau. Donc la question qu'on peut se poser ici, et à laquelle on va essayer de répondre encore expérimentalement avec Scilab, avant d'attaquer un petit peu, finalement, de donner quelques éléments théoriques justement sur la convergence, eh bien on va regarder expérimentalement si la convergence se fait ou pas. Alors, donc retournons dans Scilab.
Donc là, en rouge, vous avez le graphe de f de θ par rapport à θ. Okay, donc c'est bien effectivement une fonction qui est discontinue. Donc là, ça vaut 0. Là, ça vaut 1. D'accord. Et donc ici, on a pris, vous avez vu tout à l'heure, on a pris lambda égale à 1. On a fixé une valeur de lambda. D'accord, arbitrairement. Donc, en bleu, qu'est-ce qu'on retrouve ici? Alors pour grand N égale à 0, c'est la moyenne de f de θ. Ok. Et donc on va ajouter petit à petit des termes de notre série pour voir avec quelle vitesse éventuellement on converge vers f de θ. Alors on voit qu'effectivement il semblerait que ça converge, mais ça converge pas très bien. Alors cette notion de pas très bien, on va en parler tout à l'heure. Donc là on voit par exemple que pour 200 termes, alors que tout à l'heure on était vraiment, on ne pouvait pas discerner finalement notre série de la fonction que l'on reconstruisait. Là on voit qu'il y a vraiment une différence. Alors on voit qu'il y a vraiment une différence, et puis il semblerait qu'effectivement ça ne converge pas. Alors ça ne converge pas de part et d'autre des discontinuités. Donc là je vais carrément aller jusqu'à 2000 termes, d'accord. Alors on voit que sur les parties, semblerait-il, où notre fonction finalement est continue, parce qu'on peut dire qu'ici elle est continue par morceau, elle est même constante par morceau, et bien à ces endroits-là, dans ces zones-là, la fonction, la série semblerait-il converge vers la fonction. Par contre, de part et d'autre des discontinuités, la limite à droite et la limite à gauche sont fausses, tout simplement à cause des petits ressauts qu'on voit apparaître ici. Alors je vais peut-être zoomer un petit peu pour qu'on voit cela de manière plus précise. Voilà. Donc ce phénomène de ressaut, il porte un nom, hein, c'est ce qu'on appelle le phénomène de Gibbs. Alors, on aura l'occasion de le simuler en TD. Donc le moment est venu de faire un petit peu de théorie. Et pour cela, on va considérer des objets qui sont un peu plus généraux que ceux que l'on a utilisés jusque maintenant, donc on appelle véritablement série de Fourier. Donc une série de Fourier, normalement, ça s'applique à des fonctions qui n'ont pas nécessairement les propriétés que l'on avait dans notre équation de la chaleur. C'est pour des fonctions qui sont ni paires ni impaires, mais il faut qu'elles soient au moins quand même périodiques de période t. Donc, ces travaux de Fourier, donc sur ces séries de Fourier, dont on va reparler un peu maintenant en termes de convergence, finalement, ils sont complètement sortis du cadre de l'équation de la chaleur, et ça a vraiment donné un élan vraiment important à toute une branche des mathématiques appliquées, en particulier pour tout ce qui concerne l'approximation des fonctions par des séries. Donc là ici, série de Fourier, les applications sont vraiment multiples. Il suffit de prendre l'exemple, par exemple, de la compression JPEG pour les images, ou de la compression MPEG pour la vidéo. Tout ça, finalement, ça résulte des travaux de Fourier sur ces séries. Alors, pour définir les choses un peu plus rigoureusement, on va vraiment ici bien différencier lorsqu'on considère des sommes qui sont finies, et puis lorsqu'on considère des limites de ces sommes. D'accord ? Donc, ce qu'on va appeler ici un polynôme trigonométrique ou une série de Fourier, c'est donc une fonction périodique de période t qui est définie par la somme finie suivante, donc un terme constant, tout d'abord, à 0 sur 2, et puis donc une somme, d'accord, finie, somme pour k variant de 1 à n, donc de deux termes. Alors un terme qui fait intervenir un cosinus avec une fréquence donc qui est proportionnelle à k, et puis un terme en sinus, avec devant finalement deux coefficients, ak et bk, donc devant les fonctions sinus et cosinus.
Donc dans le cas qu'on avait considéré, pour nous, la fonction était paire, finalement, les coefficients bk étaient égaux à 0. Donc d'une manière générale, pour une fonction périodique quelconque, eh bien c'est comme ceci que qu'on peut poser déjà, on va dire, cette série, dont on peut se poser la question de la convergence, d'accord? Donc une série de Fourier, je répète, donc c'est une série qui est finie, ok, et dont on va se poser la convergence, se poser la question de la convergence, d'accord, quand le nombre de termes tend vers plus l'infini. Donc cette convergence, dont on a beaucoup parlé, donc c'est le moment de la définir de manière rigoureuse. Alors il y a énormément de notions de convergence de suite de fonctions, puisque finalement une série, c'est une suite, d'accord. Donc là, ici, on va considérer deux notions de convergence qui sont les plus importantes en analyse mathématique. Alors, on va considérer une suite de fonctions que l'on nomme ici Fn, donc de fonctions définies sur un ensemble E, d'accord. Donc on va supposer que c'est un ensemble qui est un ensemble ouvert, d'accord. Donc la convergence de cette suite de fonctions Fn vers une limite F, d'accord, donc elle aussi définie sur l'ouvert E, elle peut se faire de deux manières différentes. Alors la convergence la plus simple que l'on peut imaginer, c'est finalement celle qu'on a évoquée lorsqu'on a fait nos expériences dans Scilab, d'accord. En fait, c'est tout simplement la définition, c'est la définition de Weierstrass que vous avez vu en MT90. Mais il y a un quantificateur en plus qui dit où se trouve la variable dont dépend notre fonction. Donc, ce qu'on appelle la convergence simple, donc c'est la propriété suivante. Donc Fn converge simplement vers F si, donc pour tout epsilon positif, pour tout x dans notre ouvert, il existe un grand N à partir duquel, d'accord, tous les termes de notre suite, donc Fn de x, peuvent être rendus aussi proches que l'on veut, donc de f de x, donc à une distance epsilon. D'accord. Alors ce qui est important ici, on va voir, c'est vraiment l'ordre des quantificateurs. D'accord. Alors en particulier, je vais sélectionner les bons, c'est le quantificateur par rapport à x et le quantificateur par rapport à n. Alors on va tout de suite voir pourquoi. Donc, pour comprendre finalement que cette convergence simple, elle est effectivement simple et qu'il y a quelque chose de plus fort, on le voit dans cette définition de la convergence, cette fois qu'on appelle la convergence uniforme. Donc on dira cette fois que Fn converge uniformément si, quel que soit epsilon, il existe un grand N pour lequel, pour tout x, dans notre ouvert, finalement, là ici on a la même propriété. Et donc ce qui est super important ici, c'est que dans la définition de la convergence simple, le quantificateur par rapport à x, il est avant le quantificateur sur grand N. Ce qui veut dire implicitement que dans la convergence simple, le grand N dépend de x, éventuellement. Alors que dans la convergence uniforme, le quantificateur par rapport à n est avant le quantificateur en x. D'accord. Donc ce qui veut dire que le grand N ici, dans la convergence uniforme, il ne dépend pas de x. D'accord. On voit, je vais vous faire des petites flèches pour bien voir que ici finalement les choses sont inversées. D'accord. Donc ça c'est super important. Donc la question c'est pourquoi est-ce que finalement il y a des suites de fonctions qui convergent simplement et d'autres qui convergent uniformément et donc pourquoi il y a des suites de fonctions qui ne peuvent pas converger uniformément. Alors, je vais vous donner un exemple ici, tout bête. Alors c'est énormément lié finalement au fait qu'on soit placé sur un ouvert, donc c'est super important. Donc là ici, on prend la fonction f, donc définie sur l'ouvert 0,1 à valeur dans R, tel que fn de x c'est x puissance n. Alors,
Pourquoi est-ce que la convergence ici n'est simple et n'est pas uniforme? Alors, imaginez un peu à quoi cela peut ressembler. Alors, si on regarde ce qui se passe aux bornes de cet intervalle, alors qui ne font pas partie de l'ouvert sur lequel on travaille, puisqu'il est ouvert justement, vous êtes bien d'accord que Fn de 1, c'est 1 puissance n, et donc cela vaut 1, quel que soit n. D'accord? Dès l'instant où on prend un x qui est strictement positif et qui est strictement plus petit que 1, il est clair qu'il existera toujours un n à partir duquel x puissance n sera plus petit que une quantité epsilon qu'on peut se fixer a priori. Mais le souci là, c'est que plus x se rapproche de 1, plus il va falloir prendre un petit n grand pour que x puissance n soit plus petit qu'un epsilon donné. D'accord? C'est quelque chose qu'on pourrait démontrer. Donc, pour cette fonction-là, cette suite de fonctions-là, x puissance n, la convergence est uniquement une convergence simple, tout simplement parce que quel que soit x compris strictement entre 0 et 1, x puissance n tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Ok. Mais donc on voit bien qu'ici ce n'est pas uniforme, que plus on se rapproche de la borne supérieure, plus la convergence finalement est lente. D'accord. Alors le résultat essentiel sur les séries de Fourier que l'on va pouvoir citer ici, donc il y en a énormément d'autres, et donc ça dépend beaucoup des hypothèses que l'on peut faire sur la fonction f. Donc le théorème que l'on va voir maintenant, qui est le théorème de Dirichlet, il répond à une question, au moins partiellement, d'accord, en imposant des conditions à la fonction f. Cette question, c'est est-ce qu'on peut écrire toute fonction périodique f comme la limite d'une série de Fourier? D'accord. Donc là, le résultat du théorème de Dirichlet, c'est le suivant. Donc, si on considère une fonction périodique de période grand T, alors telle que cette fonction a un nombre de discontinuités qui est fini. Alors, et en particulier de première espèce. Alors, une discontinuité de première espèce, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle typiquement un saut. Donc il faut que la limite à droite et la limite à gauche, quand bien même, existent. D'accord? Il y a des discontinuités de seconde espèce, où il n'y a ni limite à droite ni limite à gauche. Donc là, on ne considère pas ce genre de propriété pour f. D'accord? Donc, une condition qui est un peu plus forte, qui est que f doit admettre une dérivée à gauche et à droite. D'accord? En tout point. Donc en particulier, au point où f est par exemple discontinu. D'accord? Donc ça veut dire qu'on admet que f soit dérivable, éventuellement que la dérivée ne soit pas continue. D'accord? Voilà. Donc, à ces conditions, eh bien, la série ici que j'ai noté Sn de x, donc, qui est en fait notre polynôme trigonométrique, eh bien, pourvu que l'on calcule les coefficients en utilisant les bonnes formules, donc ça c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant dans ce théorème-là, bon ça donne quand même quelque chose de pratique, eh bien, cette série, elle converge ou pas vers notre fonction f de la manière suivante. Donc, Sn de x va converger vers une certaine limite, S de x. Donc ce que l'on peut dire déjà, c'est que la série converge. La question est de savoir est-ce que ça converge vers f ou pas. Eh bien, en tout point où f est continu, ce qu'affirme le théorème, c'est que la limite de notre série, eh bien, c'est f de x. D'accord? Ici. Et au point où notre fonction n'est pas continue, donc on sait que là c'est une discontinuité de première espèce, il y a une limite à droite f de x plus et une limite à gauche f de x moins, et bien dans ces cas-là, ce qu'affirme le théorème, c'est que la limite c'est la moyenne des limites à droite et à gauche de f. D'accord? Alors, sinon, dans les intervalles où f est continu, d'accord, eh bien,
dans ces intervalles, la convergence est uniforme. Donc c'est ce qu'affirme ce théorème. D'accord? Donc, ça permet finalement de poser déjà un peu les bases et de comprendre ce qui se passe, par exemple, avec la fonction discontinue qu'on a essayé. Mais en fait, ça ne permet pas de tout comprendre, en fait. Alors, tout simplement pourquoi? Parce que le fait que notre série de Fourier, dans le cas de notre fonction créneau, là, convergeait lentement, bon, ça on ne le voit pas spécialement grâce à ce théorème-là. Le fait que ça converge au point où la fonction est discontinue vers la moyenne de la limite à droite et à gauche, ça on pourrait effectivement le constater. Par contre, ce théorème, il n'explique pas le ressaut, d'accord, l'excès en limite à droite et à gauche que l'on a constaté sur notre cas particulier, d'accord? Donc là, on revoit notre fonction. Donc il est clair que Sn de θ, quand on se place exactement en -1 et en 1, eh bien, on pourrait regarder ici que ça converge vers 0,5. Donc c'est pas tant ça qui nous inquiète ici. C'est plutôt finalement le défaut ici, à gauche, et l'excès à droite, au niveau de la limite à droite et à gauche. Donc ce phénomène-là, c'est quelque chose qui a bien été expliqué alors, par des personnes successives. Alors celui qui l'a vraiment bien formalisé, c'est Gibbs, d'accord? C'est pour ça que ce phénomène-là, on l'appelle le phénomène de Gibbs. Et ça, c'est quelque chose de systématique. Donc quand f n'est pas continu, alors on sait qu'au point où f n'est pas continu, la limite existe, donc c'est la moyenne de la limite à droite et à gauche de la fonction f, mais il s'avère que la limite à droite et à gauche de cette limite de fonction, ce ne sont pas les limites à droite et à gauche originales de la fonction f. Pourquoi? Parce qu'on voit bien ici que si on se place par exemple en -1, eh bien la limite à gauche, c'est quelque chose qui va être plus petit que 0, d'accord, ça descend, et la limite à droite, c'est quelque chose qui est plus grand que 1, d'accord? Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est inhérent finalement lorsque l'on cherche à reconstruire une fonction discontinue avec une série de Fourier. Voilà. Bon, alors, ça termine ce cours. Alors, c'est nécessairement un peu bref, J'ai voulu ne pas rentrer vraiment complètement dans les détails, mais en dire suffisamment pour essayer de comprendre un peu ce que l'on va faire en TD. Voilà, donc je vous remercie de votre attention et puis n'hésitez pas à me solliciter si vous avez des questions. Merci.